Bienvenue à tout le monde. Alors, je suis Sébastien Deleu, je travaille pour Pivotal en tant que committer Spring Framework. J'organise également Mixit avec quelques amis, qui est une conférence sur Lyon. Et aujourd'hui, on va parler de l'état du support Kotlin sur Spring. Il y a pas mal de nouveautés, vous allez voir, donc on va essayer de faire un espèce de tour de toutes les nouveautés sur les différentes parties du portfolio Spring et globalement expliquer un peu notre stratégie et notre engagement sur le langage Kotlin. Je voudrais commencer par un autre sujet. Alors, on vous a déjà embêté avec différentes choses, mais je voulais juste parler de la partie vol. On a un petit problème d'affichage, j'ai l'impression. Peut-être arrêter le boîtier d'enregistrement. La partie vol, puisque du coup, vous savez que lors des conférences, en tant que speaker et en tant que participant, on est amené à faire pas mal de vols. Et donc voilà, en ce moment, il y a pas mal de gens avec qui j'ai discuté, notamment speakers, qui essaient de changer leurs habitudes et juste essayer de prendre plus le train. Donc moi, par exemple, il y a 2 semaines, j'étais à Austin, j'y suis allé en avion. Là, il n'y a pas le choix, c'est ma grosse conférence annuelle. Par contre, pour toutes les autres conférences, ici, c'est facile vu que j'habite à Lyon, mais aussi d'autres comme Kotlin Conf, où je vais aller en train à Copenhague avec 20 heures de train, donc il faut assumer après derrière. Mais voilà, essayez de voir sur certains trajets, typiquement moi Lyon-Barcelone, il y a un direct 5 heures de train et c'est presque plus simple que l'avion parce qu'il n'y a pas tous les contrôles de sécurité et tout ça. Donc voilà, essayez de voir peut-être si jamais vous voulez changer vos habitudes, des fois ça c'est pas beaucoup plus pénible et ça peut aider niveau climat. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi Kotlin? Donc, on en a déjà parlé un petit peu avant, mais je vais vous donner, moi, mes raisons principales qui font que je pousse Kotlin, parce que personne ne m'a demandé de le faire. Le premier point, c'est d'améliorer le rapport signal sur bruit. Alors là, vous ne voyez pas grand-chose comme signal, mais peut-être désactiver complètement l'enregistrement, parce que sinon, ça ne va pas être pratique. Et donc l'idée, c'est d'améliorer le rapport signal sur bruit, c'est-à-dire que le langage Kotlin, il permet d'avoir un bien meilleur rapport signal sur bruit que le langage, ouais, je pense que c'est le boîtier d'enregistrement, que le langage Java. Deuxième point, la partie sécurité avec tout ce qui est null safety. Donc null safety en Java, on dit que c'est souvent the billion dollar mistake, je pense qu'en fait c'est beaucoup plus. Et donc, le point embêtant en Java, c'est que le null safety n'est pas géré explicitement dans le système de type. Donc, ça donne un aspect un peu dynamique, comme on peut avoir dans les langages dynamiques. Et donc, c'est un vrai problème. En Kotlin, on a également nul, mais du coup, le fait que ce soit géré explicitement dans le système de type, ça nous donne un moyen assez intéressant de préciser s'il y a une absence de valeur ou pas, sans rajouter de bruit en termes de lisibilité de code source et sans impact au niveau performance. Donc voilà, il y a le même élément qui est un gros problème en Java et qui est une fonctionnalité intéressante en Kotlin. La découvrabilité des API, c'est quelque chose qui est également important, c'est-à-dire que en Java, vous connaissez sûrement Spring Boot classique avec annotation où des fois pour pallier les limites du langage, on va mettre en place tout un tas de conventions parce qu'on n'a pas les outils au niveau langage pour fournir quelque chose. Et avec Kotlin, on va avoir, au travers par exemple des DSL, des manières beaucoup plus découvrables, c'est-à-dire que avec l'autocomplétion dans l'IDE, je peux savoir les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles sans avoir à connaître des conventions ou à lire de la documentation. Le plaisir, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est notre outil professionnel souvent, pour la plupart d'entre vous, je suppose, mais on y passe beaucoup de temps. Et puis je pense que quand on a plus de plaisir, on fait du boulot de meilleure qualité. Et puis c'est quand même beaucoup plus agréable pour nous. Donc voilà, vu le temps qu'on va y passer, autant utiliser un langage agréable. Et puis la partie Android, moi je suis plutôt donc côté serveur, donc en termes de taux d'adoption, on n'est pas du tout comme sur le monde Android où ça a switché, en gros, c'est maintenant devenu le langage principal. Côté serveur, c'est plus lent forcément, hein, il y a beaucoup plus d'inertie, il y a des architectes qu'on doit convaincre pour basculer sur le langage. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui va, à mon avis, appuyer, y compris en dehors du domaine du mobile, pour l'adoption du langage. Donc Spring aime Kotlin, et donc on va voir à quel point. Donc, on aime Kotlin à un tel point qu'on a traduit la documentation de référence, qui historiquement, donc c'est la documentation de référence de Spring Framework, qui est quand même un beau pavé. Et donc, j'ai traduit la documentation de Java en Kotlin, c'est-à-dire que pour chaque exemple de code en Java, et il y en a plusieurs centaines, du coup, on a la traduction en Kotlin. Et ce n'est pas une traduction automatisée, hein, c'est des choses que j'ai fait manuellement, c'est-à-dire que quand on propose des DSL ou des extensions sur l'équivalent de Java, on va proposer directement dans la documentation Kotlin l'utilisation des bonnes extensions, des bonnes DSL. Et comme ça, juste en lisant la documentation de référence classique, vous aurez les bonnes pratiques pour faire du Spring Boot et du Spring Framework en Kotlin.
Donc ce qu'on a avec Spring Boot 2.2 qui est sorti hier ou avant-hier, je ne sais plus, Spring Boot 2.2, donc on a toute la documentation de Spring Framework 5.2 qui est la version qui correspond traduite, modulo un chapitre, mais ça sera bientôt fait. Et l'idée c'est que l'an prochain, on vous fournisse une documentation de référence de Spring Boot, une documentation de référence de Spring Security entièrement traduite en Kotlin avec la documentation des DSL correspondantes. Et Spring Data, c'est un projet avec 17 sous-projets, donc c'est un peu plus compliqué. Donc on ne s'engage pas totalement là-dessus, mais il y aura une partie de la documentation Spring Data qui sera traduite. On verra ce qu'on a le temps de faire. Deuxième fonctionnalité intéressante sur start.spring.io, qui est donc le site qui vous permet de créer des nouveaux projets Spring Boot. Depuis quelques mois, quand vous créez un projet Kotlin avec Gradle, c'est automatiquement la DSL Gradle Kotlin qui est choisie. Et donc ça vous permet d'ajouter un peu plus de structure. Un Gradle, c'est un outil très puissant, très flexible, parfois trop flexible. Et c'est vrai que l'autocomplétion et la structure qu'apporte un langage statiquement typé comme Kotlin, je pense que ça fait beaucoup de bien à Gradle, même s'il y a des défauts. Typiquement, ça rame comme un veau. Et ça va s'améliorer. Donc typiquement, la prochaine version Kotlin 1.3.60, vous aurez quasiment un temps d'autocomplétion divisé par 2. Et sachez que tous les utilisateurs, les gens de chez Spring comme moi, on insiste beaucoup auprès de Gradle et de JetBrains sur ce point-là. Il y a des vrais travaux en cours pour qu'on puisse avoir une rapidité d'autocomplétion semblable à l'autocomplétion qu'on a sur des fichiers Kotlin classiques. Et puis, on a rajouté des DSL. Alors, on ne va pas non plus faire des DSL pour tout, hein, parce que quand on a des extensions des DSL, au début, on a envie d'en foutre de partout. Là, on va essayer de... On en fournit vraiment là où on pense que ça a vraiment du sens. On peut se tromper, mais en tout cas, on essaie d'être assez focus. Donc, on a une DSL mock-MVC. Donc, mock-MVC, c'est une DSL en Java, mais qui implique beaucoup d'imports statiques et qui n'est pas très découvrable. Donc, pour se souvenir du bon import statique avec mock-MVC, en général, moi, je regarde les exemples. Donc là, l'idée, c'est qu'on a des extensions qui permettent d'accéder à une DSL. Donc vous voyez ce petit texte là surligné en jaune, c'est pour identifier les extensions. Dans tous les slides que je vais vous montrer, dès que c'est surligné en jaune, c'est une extension Kotlin. Donc là, on a une extension request qui va nous permettre d'accéder à cette DSL, qui reste assez proche de la DSL d'origine Java, mais plus idiomatique, sans avoir d'import statique, et qui est plus sympa, contribué par la communauté. On a également une DSL Spring Cloud Contract, donc qui historiquement on avait une DSL Groovy, et donc là on a une DSL Kotlin en plus, contribuée par Tim, quelqu'un de chez Pivotal. Une DSL, alors là ça c'est un gros morceau, Spring Security. En termes de configuration, il y a vraiment beaucoup de possibilités. La DSL Java avait été conçue en plus avant les lambda, donc c'était pas forcément on pouvait faire mieux. Et donc là il y a Ria Stein qui a contribué, qui est développeuse Spring Security, et qui a contribué une DSL Spring Security complète, encore au stade expérimental, mais vous pouvez d'ores et déjà l'utiliser. Enfin, je crois que la première release n'est pas encore sortie, mais ça ne va pas tarder. Et l'idée, c'est qu'on va maturer l'année à venir cette DSL, et qu'elle sera intégrée directement dans Spring Security 5.3 l'an prochain, avec la documentation correspondante, comme je vous l'ai dit. Voilà. Mais c'est un effort qui est directement fait par l'équipe Spring Security. Pour une fois, là, c'est pas moi qui m'en occupe, donc c'est intéressant de voir que c'est aussi des choses qui prennent dans l'équipe Spring, et qu'on a des DSL qui commencent à arriver avec d'autres personnes impliquées que moi, ce qui fait toujours plaisir. Et donc, on a une DSL intéressante dans Spring MVC. Alors, avec Spring Framework 5.0, on avait introduit un nouveau framework, Webflux, dont on va reparler un petit peu après, et on avait deux façons d'utiliser ce framework Webflux. Un modèle avec des annotations add controller, comme ce que vous connaissez sûrement si vous faites du Spring Boot, Spring MVC classique, et un modèle avec une DSL router et une approche plus fonctionnelle qui me semble un peu plus proche d'une approche idiomatique en Kotlin. Et donc, Spring MVC restait utilisable uniquement avec add controller jusqu'à maintenant. Et donc maintenant, on permet d'utiliser Spring MVC avec la DSL Kotlin et une approche un peu plus kotlinesque si on a envie. Donc concrètement, on va avoir des handlers. Donc un handler, c'est un code qui est chargé de traiter une requête, enfin, un échange HTTP. En entrée, on a un server request, en sortie, on a un server response. Dans la version Webflux, on avait un mono de server response, mais là, on est sur des choses comme ça. Si vous rajoutez l'implémentation, on va être sur une API qui est vraiment très proche de ce qu'on avait côté Webflux. Donc vous allez avoir une API qui va vous permettre de préciser les headers, les différents éléments, le body, sérialisation avec Jackson, ce que vous faites avec le modèle annotation, mais là, avec une API un peu plus comme ça.
Et puis, vous allez avoir la même DSL router qui va vous permettre de définir qu'on appelle des request predicates, donc des prédicats de requêtes que vous allez pouvoir combiner avec des AND, des OR, des trucs imbriqués, etc. Et voilà. Donc, on va avoir des exemples un peu plus complexes après. Pour que Spring Boot reconnaisse ça, vous avez juste à exposer le bin qui est retourné par cette DSL router. Là, je vous ai mis le type en explicite, mais vous pouvez le laisser implicite. Si vous faites des exemples un peu plus complexes, souvent vous allez créer une classe handler avec différentes handler méthodes, et puis vous allez injecter soit votre repository, soit votre service, et vous allez le câbler après avec ce routeur, où vous pouvez rajouter des routes, faire des routes imbriquées, voilà, vous pouvez faire... tout ça est composable, bien sûr. Et on utilise souvent des callable références pour dire, voilà, cette route-là appelle ce handler, cette méthode-là. Et c'est pas que du sucre syntaxique, c'est une approche fonctionnelle. Donc après, vous pouvez faire des trucs dynamiques avec des boucles for, avec des if, ce que vous voulez. Là où avec le modèle annotation, tout est en dur. Là, vous pouvez arriver des systèmes dynamiques en mettant en place un petit peu de cache. Vous allez récupérer des routes issues d'un back-office, des choses comme ça. Quand vous faites du CMS, du e-commerce, c'est des choses qui peuvent avoir des vrais cas d'utilisation. Alors pareil, vu qu'il y a pas mal de choses, je vous donne là où on en est actuellement. Donc on a, avant Spring Boot 2.2, on avait donc la DSL bin et la DSL router accessibles uniquement sur Webflux. Là, avec Spring Boot 2.2 accessible maintenant en version finale, on a la DSL coroutine, on va en parler juste après, la DSL WebMVC router dont je viens de vous parler, la DSL mock MVC, Spring Security en expérimental, et l'an prochain, tout ça, ça sera en version finale, tout bien intégré, et voilà, le voyage continue. On va parler maintenant des coroutines. Donc voilà, gros sujet, on en parle beaucoup côté Android. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire de notre côté? Donc, juste déjà, vous connaissez déjà sûrement, peut-être même mieux que moi, mais donc les coroutines, c'est des threads légers. Donc, en grosso modo, vous allez pouvoir en créer des centaines de milliers là où vous étiez limité en milliers de threads, grosso modo, pour une occupation mémoire et CPU équivalente. Une particularité de Kotlin, c'est que il y a très peu de coroutines qui sont implémentées au niveau langage. Il y a le mot-clé suspend, il y a différentes choses, mais c'est assez restreint. Et la plupart des fonctionnalités sont implémentées côté bibliothèque. Donc la bibliothèque, c'est kotlinx.coroutine, c'est un projet à part. Et là où c'est intéressant, c'est que ça permet d'avoir une très bonne interopérabilité avec les autres bibliothèques. Je sais pas, Completable Future fourni avec Java 8, RX Java, Reactor. Voilà. On a vraiment des choses qui sont beaucoup plus flexibles que par exemple dans le monde .NET où il y avait beaucoup de choses qui étaient plus bas dans la stack. Donc ça, c'est intéressant. L'autre point, c'est quand on parle de coroutine, il y a souvent des malentendus, parce qu'en fait, coroutine, c'est différentes choses. C'est des espèces de threads légers, c'est des fonctionnalités au niveau langage, c'est des choses au niveau de la bibliothèque. Donc, voilà, quand vous parlez des coroutines, peut-être précisez bien avec vos interlocuteurs de quoi vous parlez, parce qu'il y a différentes notions de coroutine en fonction de ce que vous voulez préciser. Donc les coroutines, d'un point de vue Spring, ça va vous permettre d'utiliser la stack réactive avec un bel équilibre entre le style impératif et le style déclaratif. Donc avec Webflux et différentes choses, nous on pousse une stack réactive qui permet, alors grosso modo, d'avoir des applications plus scalables. Donc en gros, avec la même puissance dans le cloud, vous allez gérer plus de connexions concurrentes, de pouvoir gérer des streams de manière plus puissante, de pouvoir gérer de la concurrence, et de pouvoir gérer ce qu'on appelle la back pressure, c'est-à-dire de la gestion de la demande, qui va éviter à votre système de processing de se faire écraser parce qu'on lui envoie trop de données à charger. Voilà. Donc c'est quelque chose qui permet de gérer ça de manière un peu organique et plutôt sympa. Et on va dire qu'avant coroutine 1.3, une vision un peu simpliste du truc, c'était de dire, OK, les coroutines, ça permet de faire de l'asynchrone en impératif. Voilà. Ça, je pense que c'est plus tout à fait vrai. Je pense que la réalité, elle est un peu plus subtile et complexe que ça, puisque vous allez voir que, oui, on va gérer des valeurs simples en mode impératif, mais on va avoir aussi une approche déclarative avec des nouvelles fonctionnalités que je vais vous présenter. Donc, comparé au monde réactif, on a les opérations qui sont séquentielles par défaut, comme ce que vous avez dans votre code classique, Spring MVC, JPA, tout ça. Donc, on reste dans cet univers-là. La concurrence, elle est gérée, mais elle est explicite. Donc ça, c'est un autre point de design des coroutines qui est important et qui est peut-être un peu différente du monde réactif.
Et vous avez 3 principales briques à utiliser. Alors en fait, il y en a plus disponibles dans Coroutine, mais je pense que les autres, on s'en fout. Typiquement, les channels, je ne vais pas vous en parler. Moi, je ne les utilise plus du tout. Ok. Donc channel, moi, je les ai enlevés de mon cerveau, j'ai oublié, je ne m'en sers plus. C'est utilisé dessous, mais j'ai plus à l'utiliser. Donc les 3 building blocks, c'est le plus simple, les suspending functions. Donc ça va être des fonctions auxquelles on va rajouter ce mot-clé suspend, et ça va dire en fait que cette méthode-là, elle peut appeler d'autres méthodes suspending, et donc qui vont impliquer de la latence, des appels réseau, des choses bloquantes. Et là où c'est mal de bloquer un thread dans le monde réactif ou asynchrone, là on peut suspendre une fonction, et c'est fait pour, et ça marche très bien. Donc là, par exemple, la méthode delay, la fonction delay, elle est elle-même suspending. Okay, elle est elle-même annotée avec suspend. Dans la réalité, ça sera un appel de base de données, un appel distant à un service HTTP, ça sera plutôt des choses comme ça. Un point de design intéressant, les fonctions, donc les coroutines et les suspending functions, ça colore votre API. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, je me réfère à la terminologie qu'utilise Bob Nystrom dans son très bon article What color is your function? En gros, une méthode normale et une méthode suspending, elles sont dans 2 mondes différents. Typiquement, une méthode normale, dans la plupart des cas, elle ne peut pas directement appeler une méthode suspending, sauf à utiliser des constructions spéciales fournies par les coroutines. Donc vous allez quand même avoir 2 catégories. Bien sûr, les méthodes suspending, elles peuvent appeler des méthodes normales, mais pas forcément l'inverse. Et donc, vous allez avoir 2 catégories, de la même manière que dans le monde RX Java ou Reactor, vous aviez vos méthodes qui retournaient single, mono, flowable, etc. Donc, ça va quand même être 2 types de fonctions différentes. C'est pas forcément un défaut ou un problème. Il y en a qui chambrent un peu les coroutines en disant ouais, c'est nul, on doit type. Enfin, là, c'est un truc un peu spécial. Moi, je vois pas forcément ça comme un inconvénient, c'est une caractéristique d'autres systèmes qui arriveront plus tard, Loom notamment, si ça arrive, sur la plateforme Java. Eux ont l'ambition d'essayer de créer un truc où on n'a pas rajouté ce mot-clé suspend et utiliser le même type de principe. Mais on verra s'ils y arrivent. En tout cas, c'est une caractéristique. Quand vous avez quelque chose qui implique de la latence, vous devez le déclarer explicitement. Et après, il y a des règles autour de ça. Le deuxième building block, c'est la structure concurrency. C'est quand vous faites de l'asynchrone en impératif, il y a des choses que vous devez gérer. Là, j'ai repris l'exemple de Roman Elizarov dans son article, où vous allez lancer 2 chargements d'images distants. Okay, c'est des trucs qui vont prendre du temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un des chargements d'images produit une erreur? Voilà. Le fonctionnement qu'on voudrait, c'est peut-être qu'on veut que les 2 images soient annulées. C'est-à-dire que quand il y en a une qui foire, la deuxième, on la cancel, et voilà. Seulement, si on n'a pas les structures concurrency, on ne sait pas dire ça. Donc structure concurrency, on va définir un bloc là, avec coroutine scope. C'est un peu comme on définit des transactions, hein. On va définir des boundaries pour dire tout ce qui se produit dans ce bloc-là, par défaut, s'il y a un souci, tu vas cancel les autres opérations en cours. Et comme ça rend possible la programmation asynchrone avec ce mode impératif. Donc c'est une sorte de juste milieu, et à peu près toutes les solutions, même quand on voit Project Loom côté Java, ils vont vers ce genre de choses, même si avec Java, ils ont plus de difficultés à le faire parce qu'ils ont moins de construction au niveau langage. Et ils ont des checked exceptions aussi. Donc voilà, ça c'est un autre truc important. Quand on fait de la programmation asynchrone en impératif, c'est pas complètement gratuit. Il y a des choses quand même à prendre en compte, même si ça reste impératif avec des exceptions, etc. Et le troisième building block, et celui-là j'ai beaucoup poussé pour qu'il arrive, donc je suis très content qu'il soit là, et je remercie l'équipe de développement de Kotlin d'avoir mis pas mal d'énergie là-dedans, c'est Flow. Donc quand je dis Flow, c'est kotlinx.coroutines.flow.flow. C'est pas le type Flow fourni avec Java 9, comme un espèce de type wrapper pour intégrer Publisher et les autres trucs Reactive Streams. Donc je parle du Flow fourni dans kotlinx.coroutine. Ce type, il a été introduit dans Coroutine 1.2 en mode expérimental et en version finale dans Coroutine 1.3, et il a introduit un nouveau type que je qualifie de réactif, qui est donc Flow, qui est un type généricisé. Et Flow, c'est l'équivalent de Flux dans le monde Reactor ou de Flowable dans le monde RX Java. Ça va gérer des flux de données avec des opérateurs, etc. Et fait très intéressant, notamment pour un framework comme Spring qui a construit un très important écosystème réactif autour de Reactive Streams. Flow, il est nativement interopérable avec Reactive Streams et il supporte la backpressure. Il supporte la gestion de la demande, qui est vraiment un truc important pour pas qu'un processeur s'écroule sous la charge. Et c'est implémenté de manière complètement différente, mais ça supporte des sémantiques un peu pareilles. Et donc le fait d'exposer une stack basée sur Reactive Streams avec Flow, ça marche très très bien.
Si on regarde l'API, c'est complètement différent de Flux ou des choses basées sur Reactive Streams qui implémentent Publisher. Ici, on a juste donc flow de T qui a, j'ai simplifié, mais grosso modo, une méthode suspend qui s'appelle collect et qui prend en paramètre un flow collector. Donc cette méthode-là, on peut la suspendre. Et flow collector lui-même, il a une méthode emit qui est elle-même, on peut la suspendre également, qui permet donc d'émettre une donnée. Et en fait, c'est tout con, mais ça permet d'implémenter la back pressure, qui est implémentée d'une manière complètement différente quand on n'a pas le building block des coroutines. Et c'est aussi intéressant parce que les opérateurs, donc quand je dis opérateurs, c'est map, filter, zip, c'est ce genre de choses que vous avez dû rencontrer d'une manière ou d'une autre sur RxJava, sur Stream de Java 8 ou autre. Ils sont implémentés sous la forme d'extensions. Parce que les opérateurs, si vous regardez dans Flux ou dans Flowable, il y en a une centaine. Ça fait quand même beaucoup de méthodes sur un seul type. Ou là, ou en Kotlin, du coup avec Flow, il reste assez pur entre guillemets, et les opérateurs, ils sont implémentés sous forme d'extensions de fonctions. Et l'autre caractéristique, c'est qu'ils sont plutôt plus simples à implémenter que dans le monde Reactive en Java, parce que du coup, on capitalise sur ce building block des coroutines, et donc c'est plus simple. Alors, c'est plus simple quand il n'y a pas de concurrency qui est impliquée. Sur des opérateurs qui impliquent de la concurrency, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Mais bon, grosso modo, en moyenne, on est vraiment significativement plus simple en termes d'implémentation des opérateurs. Ça veut dire que dans le monde Reactive, à part vous appeler Stéphane Maldini, le développeur de Reactor, ou David Carnock, le développeur d'RxJava, je pense qu'il y en a bien peu, en tout cas moi pas, qui arrivent à écrire des opérateurs réactifs correctement. Là où avec les coroutines, ça rentre dans le domaine du possible. Je ne dis pas que vous ferez ça tous les jours, mais en tout cas, sur certains opérateurs, ça peut être très simple, et ça reste possible pour un humain classique. Voilà. Alors comment on crée Flow? On a un builder Flow, qui est une fonction avec une lambda, et cette lambda, elle est suspending. Donc c'est-à-dire que vous pouvez, dans cette lambda, appeler des méthodes qui impliquent des suspending functions. Donc c'est assez intéressant parce que ça nous permet de faire du code relativement impératif. Là, j'ai une boucle for. Bon, là, j'ai appelé delay, mais imagine que j'appelle un web service REST distant. Et je récupère des valeurs et puis j'émets ces valeurs-là. Voilà. C'est bête comme chou. Et ça marche plutôt bien. Donc là, c'était plutôt impératif. Et quand on le consomme, par contre, on est plutôt dans un monde déclaratif où on va avoir des opérateurs comme filter, comme map, comme collect. Encore une fois, map, il a comme paramètre une suspending lambda. Ça veut dire que dans map, je peux appeler des méthodes qui impliquent de la latence. Là où dans le monde Reactor, RxJava, etc., je devais appeler un flat map pour en gros réintégrer, flatten le type mono, single ou autre dans le flux d'origine. Donc c'est assez sympa. Et c'est pour ça que quand on dit coroutine c'est impératif et c'est super simple et réactive, ça va être que déclaratif et qu'on oppose les deux, je pense que c'était peut-être vrai avant, mais que c'est plus vrai maintenant parce que Flow, je vois quand même beaucoup de gens qui aiment beaucoup ce type-là. En termes de design, je le trouve vraiment excellent. Et je pense que c'est justement un très bon juste milieu. Pour les valeurs simples, on va faire des suspending functions et on évite des wrappers de type completable future, mono, single. Okay, donc là, effectivement, on est dans un monde impératif, avec quand même le coût des structures concurrency. Et quand on va gérer des flux, on va être sur cette approche déclarative qui me paraît être la meilleure. Et en fait, on est sur un équilibre, pour moi, entre approche déclarative et impérative, et pas sur cette opposition impérative-déclarative que j'ai pu voir parfois. Donc, en termes de support de Spring pour les coroutines, nous, on fournit un support officiel des coroutines directement intégré à Spring Framework. Okay. Avant, il y avait Konrad Kavinsky qui avait travaillé sur un projet plutôt côté communauté. Là, on a décidé de passer la vitesse au-dessus et de le supporter officiellement. Pour Spring Webflux, client et serveur, Spring Data, donc Redis, MongoDB, Cassandra et R2DBC. R2DBC, c'est notre façon de faire du Reactive SQL. Voilà, je ne peux pas tout présenter aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets à traiter, mais grosso modo, c'est du Reactive SQL qu'on expose avec des API coroutines. Spring Vault et le support AirSocket, donc c'est un peu du Reactive Messaging. La stratégie que j'ai utilisée, c'est pas de nouveau type, parce qu'on avait déjà une API classique Spring MVC bloquante, une API réactive. Au début, j'avais commencé, d'ailleurs comme l'avait fait Konrad, à réintroduire des coroutines machin, coroutines bidule, coroutines truc. C'était l'enfer. Donc la stratégie que j'ai choisie, c'est aucun nouveau type introduit.
Le support, il est naturel dans le modèle de programmation avec annotation. Donc par exemple, sur add_controller, on va supporter des suspend functions. Donc cet exemple-là, sur Webflux, on va supporter, donc c'est le modèle classique, on a add_controller, add_getMapping, et donc on va supporter des handler méthodes qui sont de type suspend, et dedans on va pouvoir appeler tout un tas d'autres méthodes suspend qui vont pouvoir taper de la BDD ou taper un web service distant. Donc ça c'était pour le support REST. On supporte également du view rendering. Donc si vous utilisez Timeleaf, si vous utilisez Moustache, si vous utilisez, je ne sais pas quel système vous utilisez pour rendre des pages HTML, c'est également supporté. Et là où on a des API, en fait, on ajoute des extensions sur les types réactifs. Donc par exemple, Web Client, qui est le client HTTP qui est fourni avec Webflux. Là, vous voyez qu'on a, on a l'API classique qui normalement gère du mono et du flux. Okay, et bien là, ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez récupérer ça dans le monde coroutine en récupérant un flow, si c'est un flux de données, ou si vous voulez récupérer juste une valeur avec une suspending function, vous allez avoir des extensions qui sont nativement fournies avec Spring Framework dans les API, les types Web Client. Vous allez avoir ces extensions naturellement proposées dans votre IDE. Au niveau du routeur, il y avait déjà un routeur réactif, donc là je l'ai appelé co-routeur, mais sinon c'est exactement le même principe. Vous allez avoir des handlers qui prennent en entrée un server request et qui renvoient un server response, le tout étant annoté avec ce keyword suspend, mais sinon c'est exactement le même principe qu'on a dans le monde réactif. Sauf que là on n'a pas besoin d'avoir mono de server response, on a server response qui est annoté avec ce mot-clé suspend. Et le même système d'extension. Donc par convention, les extensions, elles sont préfixées par await ou suffixées par nAwait, suivant le cas, quand ça implique des suspending functions, et elles ont flow dans le nom quand ça renvoie du flow. Donc autre exemple, AirSocket, donc qui va permettre de faire du reactive messaging, on le supporte et au niveau du modèle par annotation avec @message_mapping, et on a un type qui s'appelle AirSocketRequester, pareil, extension à base de suspending function et de flow, et comme ça vous utilisez la même stack. Un petit peu d'écho, je ne sais pas si c'est possible de faire quelque chose. On a Spring Data R2DBC qui est notre manière de pouvoir consommer du Reactive SQL. Et donc là, on a également des extensions coroutines et ça va jusqu'à gérer des transactions. Parce que donc faire du réactif, du asynchrone, c'est bien gentil, mais on a quand même besoin de faire des transactions. Seulement, on est dans un monde où, pour ceux qui connaissent un peu les implémentations, thread local n'est pas disponible. Et donc, on a géré ça au niveau réactive. Et en fait, donc là, c'était quand même pas mal de boulot. Et donc, côté coroutine, moi, j'arrive juste à la fin pour transcrire ça dans une API coroutine. Et donc, à ma connaissance, c'est le premier système qui gère des transactions coroutines en mode production ready. Enfin, quasiment. R2DBC n'est pas encore en 1.0. Mais en tout cas, on a quelque chose de solide. Donc, n'hésitez pas à le tester, à faire des retours. Et puis on a d'autres API, donc là MongoDB par exemple, où vous allez utiliser, bon alors le nom du type il est un petit peu long, hein, mais vous savez qu'on aime bien être explicite chez Spring. Donc vous avez des extensions de type await1, oneAndAwait, et donc IntelliJ_ID va faire un bon boulot pour vous proposer ces API quand vous avez l'autocomplétion. Et voilà. Alors, la stack coroutine, elle est considérée maintenant comme la façon par défaut de consommer du reactive en Kotlin. C'est-à-dire que vous avez en gros, alors vous pouvez toujours faire du reactive en Kotlin, il n'y a pas de souci, et c'est toujours très bien supporté. Mais à un moment aussi, nous, on nous demande de prendre position et de proposer des choix par défaut. Donc, le choix simplifié, c'est Java reactive, Kotlin coroutines, et puis vous choisissez ce qui vous va le mieux. Et les deux ont des avantages, des inconvénients. Et c'est aussi à vous de faire le choix sur vos projets, sur ce que vous préférez. Et donc la dépendance coroutine, elle est ajoutée par défaut sur start.spring.io quand vous créez un projet réactive en Kotlin. Vous n'avez même pas besoin de la rajouter vous. Quand on dit que c'est supporté par défaut, c'est que c'est ajouté automatiquement. Et tous les exemples dans la documentation de référence de Spring dont j'ai parlé avant, que j'ai traduit en Kotlin, en fait, ils sont par défaut en coroutine et pas en réactif. Voilà. Donc on essaye d'avoir une vision avec une opinion et de proposer ça, et donc de l'enrichir au fur et à mesure. Donc, actuellement, on a quand même pas mal de choses qui sont supportées. Tout n'est pas supporté parce que pas le temps. Hein, voilà. Déjà, c'était pas mal de boulot. Donc, ce qui arrivera l'an prochain, a priori, hein, c'est le support côté Spring MVC,
parce que Spring MVC, il a un support moins avancé des types réactifs, mais il supporte quand même Flux et Mono, donc conceptuellement, il n'y a pas de raison qu'il ne supporte pas les coroutines aussi. Donc ça, c'est pas encore disponible. Donc aujourd'hui, cette année, si vous voulez faire du réactive, du coroutine, c'est la stack Spring Web Flux à utiliser. Spring Data, on supporte les coroutines, mais avec l'API fonctionnelle. Si vous faites du at repository avec du find by last name, etc., qui génère automatiquement du SQL derrière, c'est pas encore supporté. Ça le sera sûrement l'an prochain. Et puis les transactions, elles sont supportées pareil avec l'API fonctionnelle, mais pas avec le add transactionnel, parce qu'on n'a juste pas eu le temps de terminer le travail. Mais en tout cas, vous n'êtes pas bloqué, toutes les fonctionnalités sont disponibles, c'est juste que vous devez utiliser la stack réactive avec Webflux et utiliser plutôt les variantes fonctionnelles, mais qui à mon avis font sens en Kotlin. C'est plutôt l'approche qu'on va souvent privilégier, donc ça me paraît pas, ça me paraît gérable. Vous avez un projet dispo sur mon GitHub si vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne, sur un projet un petit peu plus complexe. Et voilà. Côté Spring Boot maintenant, parce que Spring Boot, il intègre toutes ces briques-là. Hein. Je l'ai dit, Spring Boot 2.2 est maintenant en version finale. Ça a été 1 an de travail. On a fait pas mal d'optimisation en termes de performance, de temps de startup, d'occupation mémoire. Donc juste en upgradant de boot 2.1 à 2.2, vous avez des améliorations significatives en termes de temps de démarrage, en termes de CPU nécessaires et de mémoire consommée. Voilà, donc pas mal d'optimes assez sympas. Un point qui, je pense, a embêté chaque personne qui faisait du Spring Boot jusqu'à maintenant avec Kotlin, c'est que du coup, on n'avait pas les add configuration properties, qui sont une manière de... Voilà, vous précisez votre configuration sur un point properties ou un point YAML, et vous récupérez ça de manière type-safe dans votre code. Vu que ça part de Java, et ben, du coup, les classes immutables, en tout cas avec des propriétés read-only, n'étaient pas supportées. Et donc ça veut dire qu'on devait laisser des trucs avec des setters. Et donc la manière de faire, c'était de faire du late init var, ce qui est quand même pas l'idéal quand on fait du Kotlin, surtout pour une configuration qui ne va pas bouger et qui va rester immutable, quoi. Donc, après beaucoup de lobbying et grâce à la patience et le courage de l'équipe Spring Boot, parce que mine de rien, c'était du boulot derrière. Hein, je ne dis pas tout ce qu'on a dû faire derrière, mais c'était quand même du boulot. Maintenant, on a le support de add constructor binding qui permet de faire des configuration properties avec des propriétés en lecture seule. Et donc maintenant, avec Spring Boot 2.2, je vous encourage à utiliser ce type de choses. Voilà, on va utiliser notre data class avec des propriétés en lecture seule. Et ça fait plaisir. Voilà. Dernière nouveauté aussi, start.spring.io vous permet de partager des projets Kotlin. C'est-à-dire que maintenant, il y a un petit bouton Share qui vous permet, on va dire, de créer un lien qui vous permet d'exposer la configuration que vous avez présélectionnée. Alors, ça fait déjà 2 ans que start.spring.io supporte le fait de présélectionner Kotlin. Je le place à chaque fois que je fais un talk. Mais du coup, moi, je ne me rappelais jamais l'URL, le bon format, etc. Et peut-être vous non plus. Donc maintenant, vous sélectionnez, je sais pas moi, Gradle, Kotlin, vous appuyez sur Share et puis vous avez le petit bout de la petite URL à partager avec vos collègues sur votre site web. Voilà, c'est pratique. Voilà, on va passer maintenant aux choses sérieuses. Donc ça, c'est la manière de faire du Spring avec du Kotlin en réutilisant tout ce qui est production ready, mis à part R2DBC qui n'est pas encore tout à fait final, mais c'est des choses qui sont tout à fait utilisables en production et il n'y a quasiment rien de... Voilà, tout est bien supporté. Maintenant, comme je l'ai dit au début, Spring Boot, on va dire les deux fondations de Spring Boot, c'est le jar auto-exécutable qui embarque donc le Tomcat ou le Netty, hein, ça c'est Spring Boot qui l'a introduit. Et maintenant, c'est devenu le modèle de déploiement classique sur le cloud. Et l'autre point, c'était fournir un ensemble de conventions qui permettent d'être efficaces avec Java. Grosso modo, c'est ce que fait Spring Boot. Et donc, avec Kotlin, où on a un langage qui nous fournit plus, peut-être qu'il y a une autre façon de voir les choses, et c'est un peu le sens du travail que j'ai fait sur Kofu, que je vais vous présenter. Donc Kofu, grosso modo, c'est quoi? C'est l'ADSL au niveau application. Je vous ai montré, il y avait Beans, il y avait Router, mais après on l'intègre dans un modèle annotation, ça fait un petit peu bizarre, on intègre cette ADSL dans un mode annotation, bon, soit, avec plein de conventions. Kofu, je vais essayer de parler peut-être plus fort, il n'y a plus de son? 1, 2, 1, 2. Ok, si ça revient, formidable. Donc cette DSL application, ça va nous permettre de configurer
explicitement Spring Boot. Parce que Spring Boot, il a plein de conventions et un système de conditions assez perfectionné où, par exemple, s'il y a Jackson dans le ClassPass, il va automatiquement rajouter le converteur pour que Spring MVC supporte le JSON, par exemple. Ça, c'est super pratique. Maintenant, vous pouvez avoir des surprises. Typiquement, vous ne voulez pas supporter Jackson et vous rajoutez une dépendance qui est une dépendance transitive avec Jackson et pouf, vous avez une fonctionnalité qui arrive. Alors, quand c'est juste le support JSON, c'est pas grave. Ça va juste consommer un peu de mémoire et de CPU pour rien, mais peut-être que ça va vous embêter. Peut-être que vous n'allez pas faire l'effort de le désactiver explicitement, hein, c'est souvent ce qui se passe. Donc l'idée de Kofu, c'est de configurer Spring Boot explicitement avec une DSL. C'est-à-dire que s'il y a une fonctionnalité, c'est vous qui l'avez activée, et ça va éviter les surprises, parce que les surprises, il peut y en avoir des bonnes, mais il peut y en avoir des mauvaises. Ça va éviter tout un tas de choses pas forcément toujours bien comprises. Et ça va vous donner le contrôle en gardant la même efficacité de développement, voire même en l'améliorant. C'est expérimental, donc d'ailleurs je l'ai bougé dans Spring Project expérimental parce qu'il y avait des gens qui pensaient que c'était production ready. Ça ne l'est pas encore, c'est un sujet quand même moyen-long terme, mais c'est un vrai sujet important pour l'équipe. Et donc ça va capitaliser sur l'ensemble des autres DSL, beans, router, security, hein, et ça va les réutiliser dans une DSL application. Un point important, ça comprend, et je vais vous faire une petite démo après, des configurations composables. C'est-à-dire que, comme c'est fonctionnel, vous allez pouvoir définir vous-même vos slices de configuration et les activer assez finement quand vous faites vos tests d'intégration. Souvent, voilà, les gens ont du mal à optimiser les tests d'intégration parce qu'il y a trop de choses qui se lancent et il y a des slices prédéfinis en Spring Boot. Là, en fait, c'est vous qui allez avoir la main pour définir vos propres slices. Et comme ça, vous allez pouvoir activer très finement, uniquement ce dont vous avez besoin. Et puis, il y a moins besoin de lire la documentation, puisque du coup, vous avez tout accessible avec l'auto-complétion dans l'IDE. Et donc, c'est quand même beaucoup plus facile à utiliser. Effet de bord, pour moi, ce n'est pas le point important, et je sais que les gens ils aiment bien ce genre de sujet. Ça démarre plus vite et ça consomme un peu moins de mémoire au démarrage. Démarrage plus rapide sur une application Spring MVC de base, ça démarre quand même 40% plus vite. Donc, c'est vrai que ça apporte une augmentation significative de la performance de démarrage, même si, à mon avis, sur des trucs qui vont tourner très longtemps, c'est pas non plus ultra clé, mais c'est vrai qu'en mode dev, par exemple, c'est assez sympa. Et bon, voilà, c'est plus efficace, on va prendre ces gains-là, quoi. Donc, on va faire une petite démo, assez rapide parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, on va créer une application Spring Boot classique. Donc là, on est dans... Alors, on m'a volé mon PC lundi, j'ai piqué le PC de ma fille qui est dans la salle. Donc c'est voilà, c'est du i5 bas de gamme avec pas beaucoup de mémoire. Donc si ça lag un peu, c'est normal, je ne suis pas sur mon ordinateur classique. Donc, on va créer un nouveau projet, on va sélectionner Kotlin et on va sélectionner Gradle. Au passage, on va voir que normalement, donc, ça va être créé avec la DSL Gradle Kotlin. Donc on fait un projet avec Spring Boot 2.2. On va créer un nouveau projet en espérant qu'il y ait assez de mémoire, tout ça. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site, sur le dépôt de SpringFu. Et on va juste regarder comment on fait un projet avec cette DSL-là. Donc, on va juste rajouter le dépôt Milestone, parce que j'ai dit c'est encore expérimental. Donc ici, on va faire un petit peu patient. Voilà, on va prendre notre temps, on ne va pas le brusquer. On va activer quand même le mode présenteur pour que vous y voyez quelque chose. Et donc, on a un projet qui est généré donc, avec Spring Boot 2.2. Vous voyez que par défaut, c'est bien la DSL Kotlin qui est utilisée. On ajoute donc le dépôt Milestone pour avoir l'endroit où il est. On va rajouter juste une dépendance qui est la dépendance de Kofu. Mais le reste, c'est du Spring Boot pur jus. Okay, on va juste rajouter cette DSL application. Donc j'ajoute ici, j'importe le truc. Ok, et donc là, on va virer ça. Hein. Hop, on va virer tout ça. On va virer tout ça. Et donc, on va configurer une nouvelle application.
Tchouk. Donc là, vous voyez qu'on a une DSL application. Ensuite, du coup, je vais fonctionner par autocomplétion, hein, donc ça sert bien pour les démos, mais ça sert aussi quand on l'utilise. Et donc là, on va créer une nouvelle application de type Spring MVC, donc utiliser la partie servlet. On va donc faire un main. Ok, depuis Kotlin 1.3, on n'est plus obligé de mettre la partie argument. Et on va la lancer. Et dedans, en fait, on va avoir différents éléments pour configurer notre application. Par exemple, là, j'ai appuyé sur les mauvaises touches, très clairement. Par exemple, je vais avoir une DSL Spring MVC qui va me donner accès à d'autres DSL, dont la DSL router que je vous ai présenté avant dans la presse. Donc là, je réutilise en fait des building blocks que j'ai dans Spring Framework. Et donc là, je vais faire par exemple, voilà, on va faire du ultra basique, hein. On va faire un truc comme ça. Et donc là, on va faire un retour de type OK avec un body où on va dire Hello World. OK. Ce genre de choses. On peut aussi, par exemple, configurer la partie logging. Okay. Et pareil, en fait, tout est découvrable, hein. Donc, du coup, même si je me rappelle plus bien, j'ai mon IDE qui va m'aider et qui va m'accompagner pour configurer tout ça. Donc là, par exemple, si j'ai ça et que je le lance, là, on devrait avoir l'application qui va se lancer. On va le checker juste après. Voilà, donc vous voyez que c'est du Spring Boot normal qui se lance, c'est juste qu'il est configuré autrement, c'est-à-dire que même s'il y a Jackson sur le ClassPass, il ne va pas être activé parce que pour l'instant, je ne l'ai pas activé. Et donc, bon, j'ai un vo, hein, donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Et si je veux activer, par exemple, Jackson, en fait, je vais dans mon bloc WebMVC, je vais avoir des converters, et donc je vais l'activer comme ça. OK ? Mais c'est pas uniquement, je pense qu'il n'y a plus assez de mémoire, ça va être l'enfer. Mais c'est pas uniquement c'est-à-dire qu'il y a des capacités de configuration assez avancées. C'est-à-dire que là, dans le bloc Jackson, j'ai la totalité des possibilités de configuration de Spring Boot, où vous devez d'habitude aller voir le nom du properties, activer tel truc, etc., qui sont accessibles avec l'autocomplétion. Et là, par exemple, si je veux activer le pretty print comme ça, et ben du coup, je vais le préciser comme ça. Je pense que ma machine est dead. Hein, donc, Ah oui, exact. Très bien. Donc on va là-dessus. Hop. Formidable, effectivement. Je me suis piégé tout seul. Hop, merci beaucoup. Donc, on a ce genre de choses. Et je vais vous montrer quand même la partie un petit peu slice de configuration, parce que c'est sûrement un des trucs les plus intéressants. Là, je vais faire ma web config. Donc ma web config, elle est comme ça. Et là, je vais créer un bloc configuration, parce que faire un truc monolithique comme ça, c'est bien gentil, mais c'est quand même pas très intéressant. Donc je vais reprendre mon bloc de configuration comme ça. Je peux rajouter par exemple la partie login config, hein, mais vous ferez des choses plus intéressantes sur vos vrais projets. Je recrée mon bloc configuration. Je vais configurer la partie logging là où je vais me repiéger tout seul en configurant un truc à warn. Et donc, ensuite, tout est explicite. Donc ça, il va bien falloir l'activer comme il faut. Et donc là, je vais faire enable de login config. Et je vais faire enable de web config. Et donc, c'est intéressant parce que lors de vos tests d'intégration, par exemple, vous allez créer un nouveau bloc application, vous allez juste utiliser les blocs que vous avez vous-même définis. Donc là, c'est comme si vous configuriez vos propres slices de configuration Spring Boot, qui prédéfinit des slices data, web, etc. pour les tests d'intégration, sauf que là, vous avez la main sur les définir vous-même. Et puis, vous pouvez rajouter n'importe quel type de if, ou vous allez préciser un profil quelconque, et du coup, ça va être uniquement activé quand le profil machin est activé. Vous pouvez mettre n'importe quel type de conditions avec des ifs, etc. Donc, on voit qu'en fait, vous avez la main sur la plomberie interne. C'est pas plus verbeux, je pense que c'est même encore moins verbeux que du Spring Boot configuré avec des properties. Vous avez également, alors, je vais peut-être pas avoir tout le temps de montrer, mais donc, en gros, si vous créez un sample properties avec val, title, string. Vous allez créer vos classes comme ça. Vous allez les déclarer
de manière fonctionnelle. Donc là, il faudra que vous exploriez un petit peu Configuration Properties. Je vais préciser ici le nom de la classe en mode à la Kotlin, quoi. Je vais utiliser les paramètres nommés pour préciser le préfixe. Donc vous voyez que vous allez pouvoir gérer des choses comme ça. Alors actuellement, il y a encore un bug que je dois corriger dans le train en revenant. Mais en gros, ça gère les valeurs par défaut. Donc en fait, la plupart du temps, vous n'avez même pas besoin de définir votre application properties ou application.yaml. Vous allez créer votre data class, mettre tout le paramétrage par défaut directement dans votre code, et ensuite permettre de le personnaliser en overridant juste quelques valeurs, sachant qu'en plus ici, vous avez la possibilité de préciser des profils que vous activez ou même de personnaliser certaines valeurs. Donc c'est assez flexible. Voilà, donc je pense que c'est bon pour cette partie-là. Hop là. Et donc il me reste juste 3 minutes pour vous dire que donc ça c'est disponible sur le dépôt Spring Foo. Expérimental, mais n'hésitez pas à l'essayer, me faire des retours. Le but, c'est pas d'avoir une couverture fonctionnelle de l'ensemble de ce que fait Spring Boot. Là, le but, c'est plutôt de bosser sur les mécanismes noyaux pour qu'on se mette bien d'accord sur les fondations, pour ensuite, après, étendre. Mais là, le but, c'est vraiment voilà, définir les fondations. Le but de tout ça, c'est que ça devienne la DSL Kotlin de Spring Boot. Il y a encore du chemin, parce que si on se met à le supporter en mode production, bah, comme on fait avec Spring Boot, on le fait comme il faut. Donc on n'en est pas encore là. Mais il y a des vraies discussions entre moi et l'équipe Spring Boot et voilà, il est possible que ça arrive à un moment. Donc n'hésitez pas à pousser, l'utiliser, faire des retours. Et le but, c'est que ça avance cette année. Dernier petit sujet, GraalVM Native. Donc ça, c'est une manière de compiler du bytecode JVM en exécutable natif, avec un projet qui s'appelle GraalVM, qui a une composante, justement, un compilateur. On a commencé à travailler assez sérieusement dessus côté Spring, et donc il y a un projet qui s'appelle Spring Graal Native qui permet de faire tourner des applications Java ou Kotlin basées sur Spring Boot avec GraalVM. On en est au début, mais l'idée c'est que ce soit supporté en mode plutôt production ready d'ici à l'an prochain au niveau framework. Et côté boot, c'est des discussions qui restent à mener. Actuellement, ça fait tourner du Kotlin avec Spring MVC ou Webflux Reactive. Les coroutines ne tournent pas dessus parce qu'il y a un bug bloquant qui empêche les coroutines de fonctionner sur GraalVM. N'hésitez pas à rajouter un petit pouce pour que nos amis de chez Oracle corrigent ce truc-là. Je vous remercie et il doit rester 5 minutes si vous avez des questions. Merci. Est-ce qu'il y a des petites questions ou pas? Je sais que c'était beaucoup d'informations. Ouais. Je crois qu'il y a un micro qui arrive. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Juste, vous avez énoncé donc GraalVM à la fin de ce talk. Oui. Aujourd'hui, donc, j'imagine donc c'est pas du tout production ready. Est-ce que ça fonctionne dans le cadre de POC? Oui, ça fonctionne dans le cadre de POC. Alors après, j'ai un talk entier que j'ai fait avec Andy Clément à Spring One, je vous encourage à regarder. Parce que GraalVM, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et donc c'est intéressant de regarder concrètement, pas uniquement le temps de démarrage, mais en fait, il y a 10 critères à prendre en compte. Il y a le temps de démarrage, la mémoire, là effectivement, GraalVM Native est très bon. Après, il y a aussi du coup, le temps de compilation, hein, qui est très important, compilation de bytecode JVM vers un exécutable natif. Il y a la latence, il y a le throughput, donc les performances. Tout ça, c'est des choses qui évoluent. Donc on collabore avec les équipes de GraalVM chez Oracle pas mal en ce moment, et ça va s'intensifier dans les mois à venir. Mais c'est vraiment un sujet sur lequel voilà, je vous encourage à regarder la présentation qu'on a fait à Spring One, avec en gros un radar qui vous montre un peu tous les critères à prendre en compte, parce que voilà, on s'est beaucoup focus sur le temps de démarrage, c'est cool. On peut faire effectivement du scale to zero avec ça et c'est très intéressant. Conso mémoire, c'est intéressant pour les petites applications de type microservices. Par contre, dès que c'est un peu plus gros, c'est pas intéressant. Si vous êtes CPU bound, c'est-à-dire que si vous êtes limité par la partie CPU, c'est pas intéressant non plus. Si vous êtes limité par la partie mémoire, là, ça commence à être vraiment intéressant. Donc en fait, ça dépend des cas. Et c'est beaucoup plus fin et subtil que ce que j'ai beaucoup lu. Donc c'est intéressant de voir dans quel cas c'est intéressant, dans quel cas ça l'est pas, de voir l'évolution de cette plateforme, puisque donc là il y a des équipes d'Oracle qui sont en train de bosser sur un garbage collector qui va être intégré à la version Enterprise, de comparer les performances et les surtout les performances de la version Community et de la version Enterprise étant bien sûr
payante. Donc en fait, c'est tout un nouvel écosystème. Moi, je pense que sur le long terme, ça va être quelque chose de très intéressant. Maintenant, c'est vraiment bien d'avoir tout en tête pour voir si c'est intéressant pour vos cas d'utilisation. Maintenant, je doute, mais ça se discute. Demain ou après-demain, en fait. Et c'est tout un nouveau monde. Et c'est intéressant d'avoir des benchmarks, des vrais retours concrets pour évaluer si c'est intéressant. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'on a... moi, c'est mon sujet principal avec Kotlin, en parallèle de Kotlin, pour les mois à venir, voire l'année à venir. Donc c'est un truc qu'on envisage très sérieusement. Ouais. Ok, merci. Ok, je crois que c'est terminé. Je vous remercie beaucoup.